Eleanor se souvient encore du moment précis où les mots de Sarah ont traversé l'air comme une gifle dans cette cuisine en marbre immaculé. Le plus beau cadeau de mariage que tu pourrais nous faire, Eleanor, c'est de disparaître définitivement de nos vies. Sarah l'a dit avec son sourire le plus doux, celui qui n'atteint jamais les yeux. À côté d'elle, mon fils James s'est contenté d'hocher la tête, absorbé par son téléphone comme si j'étais déjà effacée. Si tu es là, laisse un like et dis-moi de quelle ville tu regardes cette histoire, j'ai besoin de savoir que tu suis avec moi. 3 ans plus tôt, j'avais vidé toutes mes économies, 92 000 $, pour leur offrir l'apport de leur magnifique maison coloniale à Richmond, en Virginie. Mon défunt mari Thomas et moi avions promis la lune à James. Ils avaient juré que j'aurais toujours une chambre, que je ferais toujours partie de la famille. Et voilà qu'à la veille de la réception de mariage à 18 000 $ que je payais encore, Sarah décidait que j'étais un poids mort. James a enfin levé les yeux. Maman, tes remarques négatives stressent tout le monde. Mes remarques négatives? J'avais passé la semaine à polir l'argenterie, à plier 250 programmes à la main et à écouter Sarah faire une crise parce que les pivoines étaient d'une demi-teinte trop claire. La seule chose négative que j'avais dite, c'est que 300 guirlandes lumineuses, c'était peut-être tout mûche. Et où suis-je censée dormir ce soir? Ai-je demandé, étrangement calme. Sarah a haussé les épaules. Un hôtel? Chez ta sœur? Franchement, Eleanor, n'importe où sauf ici. C'est aussi la maison de mon fils, ai-je rappelé. James s'est raclé la gorge. En réalité, c'est Sarah qui gère l'argent maintenant. On a l'impression que c'est plus sa maison. Sa maison, construite avec l'argent de toute ma vie. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé, il s'est enclenché. Un clic froid, net, comme une arme qu'on arme. Tu as raison, ai-je répondu doucement. Je devrais partir. Le sourcil parfaitement épilé de Sarah a tressailli. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications, à la scène qu'elle pourrait ensuite raconter à ses amis en disant « Eleanor fait encore son drame ». Je suis montée dans la chambre d'amis, jamais ma chambre, toujours la chambre d'amis, parce que les invités finissent par partir. En pliant mes affaires dans la valise, j'ai entendu en bas Sarah et James qui planifiaient déjà l'avenir de la pièce. Elle voulait un studio de yoga, lui un bureau. Aucun des deux n'imaginait qu'il devrait peut-être ressentir la moindre culpabilité à mettre à la porte la femme qui avait rendu possible leur vie parfaite. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon avocate avait glissé une petite clause dans les papiers du prêt, une clause qu'ils n'avaient jamais lue. Et que demain matin, tout allait changer. La découverte qui va faire trembler leur petit monde. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Je suis sortie de la maison sans un bruit, ma valise à la main, et je me suis installée dans ma vieille Honda garée dans l'allée. Dehors, la nuit tombait sur Richmond, mais à l'intérieur de la voiture, j'ai allumé le plafonnier et sorti mon téléphone. Premier appel, Béatrice Coleman, mon avocate depuis le décès de Thomas. Elle a décroché à la 2e sonnerie malgré l'heure tardive. Eleanor? Il est presque 22 heures un samedi. Tout va bien? Non, Béatrice. Tout ne va pas bien. Je viens d'être mise à la porte de la maison que j'ai payée. J'ai besoin que tu ressortes tous les papiers de l'achat immobilier. Immédiatement. Un silence, puis le bruit de ses doigts qui volent sur le clavier. Je t'écoute. Raconte-moi tout. Je lui ai tout déballé, l'ultimatum de Sarah, le silence de James, le « disparaît pour toujours », prononcé comme une évidence. Béatrice a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle a lâché un petit rire sec. Eleanor, tu te souviens des documents supplémentaires que je t'avais fait signer il y a 3 ans? Quand tu avais peur que Sarah dépense trop vite. Mon cœur a fait un bond. Oui, vaguement. Parfait. Parce que les 92 000 $ n'ont jamais été un don pur et simple. C'était un prêt. Et ton nom figure toujours sur l'acte de propriété comme copropriétaire à hauteur de 38%. Sarah n'a jamais renvoyé les formulaires d'accord que je lui avais fait parvenir. 4 fois. J'ai regardé à travers le pare-brise. Dans la cuisine éclairée, Sarah tournoyait dans sa robe de mariée devant une amie en visio, riant aux éclats. Tu es en train de me dire que je possède encore 38% de leur maison. Absolument. Et en tant que copropriétaire, tu as le droit légal d'exiger une vente forcée si tu le souhaites. Ils auraient le premier refus pour te racheter ta part au prix du marché, ou la maison part aux enchères et on divise. Je sentais mon pouls battre dans mes tempes. Béatrice, prépare-moi une mise en demeure officielle.
Je veux qu'elle soit déposée lundi à la première heure. Eleanor, tu es sûre? Une fois lancé, on ne pourra plus faire marche arrière. Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. Ils veulent que je disparaisse? Très bien. Mais je pars avec mes 38%. J'ai raccroché. À travers la vitre, James venait d'ouvrir une bouteille de champagne millésimée, payée avec mon argent pour fêter leur libération. Il n'imaginait pas que dans moins de 48 heures, leur château de cartes allait s'effondrer. Mais avant ça, j'avais un deuxième coup de fil à passer. J'ai ouvert l'application du country club Willow Lake où devait avoir lieu la réception demain. Willow Lake, bonsoir, Jessica à votre service. Bonsoir Jessica. Eleanor Harrington à l'appareil. J'ai réservé et payé la réception de mariage Harrington Wells pour demain après-midi. Oh Madame Harrington, tout est prêt. Comment puis-je vous aider? J'appelle pour annuler. Tout. Immédiatement. La réaction quand il découvre que la réception à 18 000 $ vient de s'évaporer en fumée. Tu vas adorer leur tête quand ils appelleront en panique cette nuit-là. Le silence qui a suivi mon annonce était presque comique. Jessica, la coordinatrice du Willow Lake Country Club, a répété doucement. Annuler, la réception de demain? Madame Harrington, nous avons déjà préparé les hors-d'œuvre, les centres de table en orchidées vivantes, le personnel est réservé jusqu'à minuit. Je sais tout ça, Jessica. Et je paierai l'intégralité des frais d'annulation. Le contrat est à mon nom, la caution vient de ma carte. Je suis donc la seule décisionnaire. Annulez tout. Un froissement de papier, puis une voix hésitante. Mais, le couple est au courant? Je veux dire, c'est leur mariage. Le couple m'a très clairement signifié que ma présence, ni mon avis, n'étaient plus les bienvenus dans leur vie. Je respecte simplement leurs souhaits, je retire mon soutien financier. Jessica a fini par capituler. 20 minutes plus tard, j'étais enregistrée au Marriott près de l'aéroport, une suite tranquille, un plateau repas et une bouteille de vin rouge que je n'avais pas eu à demander à personne. Le premier appel est arrivé à 23h17. Sarah hurlait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir Sarah. Je crois que tu as déjà la réponse. Le country club vient d'appeler. Ils disent que tu as annulé toute la réception. Il y a 200 invités qui arrivent demain. Oui, c'est embêtant. James a arraché le téléphone. Maman, c'est de la folie furieuse. Tu ne peux pas annuler notre mariage juste parce qu'on t'a demandé de dormir ailleurs une nuit. Je n'ai pas annulé votre mariage, mon chéri. Vous pouvez toujours vous dire oui devant l'hôtel. J'ai seulement annulé la partie à 18 000 $ que je payais de ma poche. Vous savez, celle avec le quartet à cordes, le bar ouvert et le gâteau à 5 étages. Un silence de mort. Puis Sarah, la voix tremblante, 18 000 $. Exactement. Je me suis dit que vous aviez peut-être cru que tout ça tombait du ciel. Sarah a éclaté en sanglots théâtraux. James a tenté la carte de la raison. On peut encore arranger ça. Rappelle le club, dis-leur que c'était une erreur. Non. C'était une décision parfaitement réfléchie de la personne qui signait l'échec. Mais les gens vont penser qu'on est ruiné, a crié Sarah en arrière-plan. Eh bien, sans mon aide mensuelle, c'est un peu ce qui risque d'arriver rapidement, non? J'ai raccroché. Le téléphone a sonné 42 fois cette nuit-là. J'ai tout ignoré. Le lendemain matin, à 9h12, on a frappé à ma porte d'hôtel. James se tenait là, chemise de smoking froissée, cerne noire, l'air d'avoir dormi dans une poubelle. Maman, ouvre-moi. S'il te plaît. La confrontation dans la chambre d'hôtel où James va enfin entendre le montant exact qu'ils me doivent, et où je vais lui révéler l'existence de mes 38%. Prépare-toi, ça va faire mal. J'ai ouvert la porte de la chambre d'hôtel juste assez pour bloquer l'entrée. James avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 2 jours, chemise de smoking chiffonnée, yeux injectés de sang, odeur de stress et de champagne éventé. Maman, il faut qu'on parle. Sarah est en train de péter un câble. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Sa mère menace de reprendre l'avion pour la Californie. Tout part en vrille. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je répondu sans bouger d'un pouce. Tu es désolée? Tu as détruit notre mariage. Non, James.
J'ai retiré mon argent de votre mariage. Il y a une différence. Il a forcé le passage et je l'ai laissé entrer. Parfois, il faut les laisser se pendre tout seuls avec leurs propres mots. Il s'est effondré dans le fauteuil. C'est complètement dingue. Tout ça parce qu'on t'a demandé de libérer la chambre pour une nuit? Quand même. Je me suis plantée devant lui, les bras croisés. Assieds-toi correctement et écoute-moi, James. Ce n'est pas une histoire de chambre d'amis. C'est une histoire de respect. De gratitude. De traiter la femme qui a financé votre vie de rêve comme un être humain et pas comme un distribut de similaritures de billets. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais vraiment? Pas pour savoir si je pouvais payer une facture, mais parce que tu voulais savoir. Quand est-ce que tu m'as invité quelque part sans avoir besoin que je garde les futurs enfants ou que je sorte mon chéquier? Silence. Je vais attendre, ai-je ajouté. Il a baissé la tête. Combien je vous ai donné en 3 ans, James? En dehors de l'apport pour la maison. Quelques milliers de temps en temps. 41 000 $. Exactement. 41 000 $ en petits coups de pouce, factures réglées en douce, courses, réparation voiture, assurance. Plus les 92 000 de l'apport. Ça fait 133 000 $. Plus que ce que la plupart des gens gagnent en 3 ans. Son visage est devenu blanc comme un linge. On avait l'intention de te rembourser. Vraiment? Parce que Sarah vient de s'acheter une nouvelle garde-robe à 4 000 $ et vous regardez des voyages à Bali. Il s'est pris la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu veux, maman? Enfin, la bonne question. Ce que vous m'avez proposé hier, que je disparaisse. Mais cette fois, je prends mon argent avec moi. Il a relevé la tête, perdu. Et surtout, James, tu sais les papiers que vous n'avez jamais lus avant de signer pour la maison? Ceux que Béatrice avait préparés pour protéger mon investissement? Mon nom est toujours sur l'acte. J'ai 38% de votre précieuse baraque. Le moment où James réalise que la maison de leur rêve est sur le point d'être mise en vente forcée, et où Sarah va enfin comprendre ce que signifie conséquence. Tu vas halluciner quand tu entendras sa voix au téléphone juste après. James m'a fixé comme si je venais de parler en langue martienne. Tu ne peux pas posséder une partie de notre maison. C'est nous qui l'avons achetée. Avec mes 92 000 $ d'apport, oui. Tu croyais que cet argent s'était évaporé par magie? Il a secoué la tête, incrètement. Mais, tu avais dit que c'était un cadeau. Tu voulais nous aider à démarrer dans la vie. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'email de Béatrice envoyé la veille au soir, et je lui ai lu à voix haute les clauses qu'il n'avait jamais daigné vérifier. Prêt immobilier avec clause de copropriété de 38% au nom d'Eleanor Harrington jusqu'au remboursement total ou signature de renonciation. Sarah devait signer les formulaires de renonciation. Elle les a oubliés 4 fois. Béatrice les a quand même enregistrés. Tout est parfaitement légal. James tremblait maintenant, de rage ou de peur, je ne savais plus. Tu avais prévu ça depuis le début. James, mon chéri, si j'avais tout prévu, penses-tu vraiment que j'aurais payé 18 000 $ pour un mariage où on me crache dessus la veille? Non. J'étais juste une mère qui voulait le bonheur de son fils. Et toi, tu as laissé Sarah me traiter comme une bonne à tout faire qu'on jette quand elle devient gênante. Il s'est levé d'un bond. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas nous mettre à la rue? Maintenant, tu as le choix. Tu me rachètes mes 38% au prix du marché actuel, la maison vaut 340 000 $ aujourd'hui, ça fait environ 129 200 $. Ou on met la maison en vente et on partage le fruit de la vente selon les parts. Le sang a quitté son visage. On n'a pas 129 000 $. Je sais. Vous n'avez même pas 5 cents $ d'épargne. Je le sais parce que c'est moi qui comble vos découvertes tous les mois depuis 3 ans. À cet instant précis, le téléphone de la chambre a sonné. J'ai décroché. C'était Jessica du Willow Lake. Madame Harrington, j'ai la mère de la mariée en ligne. Elle propose de payer l'intégralité des 18 000 $ si vous acceptez de réactiver la réception. James m'a regardé avec un espoir désespéré. J'ai souri. Dites à Madame Wells que c'est très généreux, Jessica, mais que certaines dynamiques familiales rendent cela inapproprié. La résiliation est définitive.
J'ai raccroché. James a composé le numéro de Sarah, les mains tremblantes. Il n'a même pas eu le temps de parler. On entendait déjà les hurlements à l'autre bout du fil. À suivre dans la partie 6, l'appel hystérique de Sarah quand James lui annonce qu'il risque de perdre la maison le jour de leur mariage, et la surprise que je leur réserve avec la police. Tu ne vas pas en revenir. Le téléphone de James collé à l'oreille, les hurlements de Sarah traversaient la chambre d'hôtel comme une sirène. Quoi? 38%? Dis-lui que c'est du chantage. Dis-lui qu'on la traîne en justice. James, livide, a essayé de calmer le jeu. Sarah, attends. Mais elle continuait. Elle n'a aucun droit. C'est notre maison. On y vit. On a tout refait. Je me suis assise sur le lit, jambes croisées, et j'ai attendu que le combiné passe de main en main. Quand Sarah a enfin pris l'appareil, sa voix était un mélange de larmes et de venin. Éléanore, je ne sais pas quoi dire. S'il te plaît, on peut parler? Non, Sarah. Hier tu ne voulais plus jamais me parler. Aujourd'hui tu changes d'avis parce que ton château de cartes vacille. Elle a sangloté. J'étais stressée. C'était la veille du mariage. Je ne le pensais pas. Tu as dit textuellement que le plus beau cadeau que je pouvais vous faire était de disparaître pour toujours. Tu l'as dit devant mon fils. Et il a hoché la tête. Silence. Puis, d'une voix toute petite, je suis désolée. Garde tes excuses pour quelqu'un qui les mérite encore. James a repris le téléphone. Maman, on fait quoi maintenant? On n'a pas 129 000 $. On n'a même pas 10 000. Alors vous allez apprendre ce que la plupart des gens apprennent à 25 ans, vivre avec ce qu'on gagne. C'est là que leur plan B est arrivé, plus rapide que je ne l'imaginais. À 19h43, alors que je dînais tranquillement dans le restaurant de l'hôtel, mon portable a sonné. Numéro inconnu. Madame Harrington? Inspecteur moral, police de Richmond. Nous avons reçu un signalement pour maltraitance financière sur personne âgée et possible déclin cognitif. Vos enfants sont très inquiets pour votre santé mentale. Ils demandent une vérification de bien-être. J'ai failli éclater de rire. Ils venaient d'appeler la police pour me faire passer pour sénile. Inspecteur, je suis ravi que vous appeliez. J'arrive demain matin au commissariat avec tous mes dossiers bancaires. Et je pense que vous allez trouver très intéressant le montant que mes enfants inquiets m'ont soutiré en 3 ans. L'inspecteur a marqué une pause. Nous serons ravis de vous recevoir, madame. J'ai raccroché, le cœur battant, mais pas de peur, de rage pure. Ils voulaient jouer sale? Très bien. J'allais leur montrer ce qu'était une vraie partie d'échecs. Ma visite au commissariat où l'inspecteur va découvrir que la vraie victime d'abus financiers, ce n'est pas moi, et la tête de James et Sarah quand la police leur téléphonera pour clarification. Tu vas adorer ce retournement. Le lundi matin, j'ai traversé Richmond avec un dossier épais sous le bras et une colère froide dans le ventre. Au commissariat central, l'inspecteur moral m'attendait déjà, café à la main, l'air fatigué mais attentif. Il m'a fait entrer dans une petite salle d'interrogatoire qui sentait le désinfectant et les vieux dossiers. Madame Harrington, commençons par le commencement. Votre fils et votre belle-fille se font beaucoup de soucis. Ils disent que vous avez annulé la réception de mariage, que vous menacez de vendre leur maison, et qu'il pourrait s'agir d'un épisode confusionnel lié à l'âge. J'ai posé le dossier sur la table et je l'ai ouvert comme on ouvre un livre de comptes. Inspecteur, voici 3 ans de relevés bancaires. Virement, paiement de facture, chèque. Total, 133 000 $ sortis de mon compte pour couvrir leur train de vie. Il a haussé les sourcils en tournant les pages. C'est considérable. Et voici l'acte de propriété. Mon nom, 38% de copropriété. Tout est légal. Hier, quand j'ai cessé de payer pour eux, ils ont décidé que j'étais soudainement incompétente mentalement. Pratique, non? J'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement vocal que Sarah m'avait laissé à 3h12 du matin. Éléanore, ton comportement est complètement irrationnel. Les gens normaux ne détruisent pas la vie de leur famille pour une histoire de chambre d'amis. On est inquiet pour toi. Peut-être que tu as besoin d'aide psychiatrique. L'inspecteur moral a pris des notes sans lever les yeux. Avez-vous des antécédents de troubles cognitifs, madame? Aucun. Je gère mes comptes, je conduis, je vis seule depuis le décès de mon mari.
La seule chose qui a changé, c'est que j'ai enfin dit stop à l'exploitation financière. Il a refermé le dossier, l'air grave. Je pense que nous allons classer ce signalement comme non fondé. Mais je vais quand même appeler votre fils et votre belle-fille pour clarifier quelques points. À 14h07, mon téléphone a vibré. James. Maman, la police vient de nous appeler. Ils disent que le signalement est infondé et qu'ils envisagent d'ouvrir une enquête pour abus financiers contre nous. Ah. Intéressant retournement, tu ne trouves pas? Tu vas vraiment nous faire ça? Non, James. Vous vous êtes fait ça tout seul. La réunion chez l'avocate où James et Sarah vont découvrir les deux seules options qui leur restent, et où Sarah va enfin prononcer les excuses qu'elle aurait dû faire il y a 3 ans. Prépare-toi, les larmes vont couler, mais pas celles que tu crois. Le mardi après-midi, le bureau de Béatrice Coleman sentait le cuir neuf et le café corsé. James et Sarah sont arrivés avec 16 minutes de retard, les traits tirés, les yeux rougis. Sarah portait encore des traces de mascara de la veille, et James serrait un dossier froissé comme s'il pouvait le protéger de ce qui allait suivre. Béatrice a étalé les documents sur la grande table en acajou, acte de propriété, relevé bancaire, la mise en demeure officielle. Résumons les faits, a-t-elle commencé d'un ton sec. Eleanor a apporté 92 000 $. Son nom est sur l'acte à hauteur de 38%. Sarah n'a jamais renvoyé les formulaires de renonciation que j'ai envoyés 4 fois. Tout est légal, enregistré, inattaquable. James a fixé les papiers comme s'ils allaient prendre feu. On ne savait pas. Vous auriez su si vous aviez lu avant de signer, a répondu Béatrice sans pitié. Sarah a levé la main, tremblante. Eleanor, je te dois des excuses. De vrai. J'étais horrible. J'ai dit des choses épouvantables. J'étais stressée, mais ce n'est pas une excuse. Je suis désolée. Vraiment. Elle pleurait, mais cette fois les larmes n'étaient plus théâtrales. Elles étaient laides, sincères, désespérées. J'ai hoché la tête. Merci. C'est un début. Elle a cligné des yeux, surprise que je n'ouvre pas grand les bras pour tout pardonner. Béatrice a repris. Passons aux options. Option 1. Vous rachetez les 38% d'Eleanor au prix du marché, soit environ 129 200 $ aujourd'hui. Sarah a blanchi. On n'a pas cette somme. Option 2. Mise en vente forcée de la maison. Après frais, Eleanor récupère environ 129 000 $, vous touchez le reste, environ 200 000 $, et vous repartez de zéro. James a murmuré. On perdrait tout. Non, ai-je corrigé. Vous perdriez ce que vous n'avez jamais vraiment possédé. Sarah a éclaté. Et s'il y avait une option 3? Un étalement de paiement? On te rembourse petit à petit? J'ai regardé Béatrice, puis eux. Pourquoi je vous ferais confiance pour un nouvel emprunt de 129 000 $ alors que vous n'avez jamais remboursé les 41 000 précédents? Silence total. James a baissé la tête. Sarah a enfoui son visage dans ses mains. J'ai repris, calme. Vous avez 30 jours pour trouver une solution viable. Passé ce délai, Béatrice dépose la demande de vente forcée. Sarah a relevé la tête, les yeux écarquillés. 30 jours. Mais c'est impossible. C'est exactement le temps qu'il vous reste pour apprendre ce que impossible veut vraiment dire quand on n'a plus maman pour payer les factures. La visite surprise de Victoria Wells, la mère de Sarah, qui va me dire merci, et refuser catégoriquement de sortir son chéquier pour sauver sa fille. Tu ne vas pas croire ce qu'elle m'a apporté. 10 jours après la réunion chez Béatrice, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel prolongé. J'ai regardé par le Judas, une femme élégante aux cheveux poivre et sel, tailleur impeccable, sac Hermès. Victoria Wells, la mère de Sarah. Je lui ai ouvert. Victoria? Que me vaut cette visite surprise? Elle a souri, un sourire fatigué mais sincère. Je peux entrer. Eleanor? J'apporte du vin et une conversation que je repousse depuis trop longtemps. Je l'ai laissé passer. Elle a posé sur la table une bouteille de Château Margaux et 2 verres. Je viens de voir ma fille, a-t-elle commencé en servant. Elle est méconnaissable. Crise de panique quotidienne, dispute permanente avec James, elle cherche des appartements sur son téléphone en pleurant. Et pour la première fois de ma vie, je refuse de l'aider. J'ai haussé un sourcil. Vous refusez.
Victoria a sorti un chèque de son sac, 30 000 $ et l'a déchiré lentement sous mes yeux. Sarah m'a supplié de te le donner comme acompte de bonne foi pour tes 38%. Je lui ai dit non. C'est l'argent que mon mari avait mis de côté pour son héritage. Je me suis rendu compte que lui donner ça, ce serait juste répéter le même schéma, la sauver de ses propres erreurs. Elle a bu une gorgée de vin. Tu sais, quand Sarah avait 17 ans, elle a embouti la BMW toute neuve en conduisant ivre. Mon mari a payé l'avocat le plus cher de Californie, les charges ont disparu, elle n'a même pas eu de stage de sensibilisation. Résultat, elle n'a jamais appris que les actes ont des conséquences. Victoria m'a regardé droit dans les yeux. Ce que tu fais, Eleanor, c'est ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. Ne les sauve pas. Laisse-les tomber. Laisse-les apprendre à se relever toutes seules. Même si ça veut dire perdre la maison. Surtout si ça veut dire perdre la maison. Elle a sorti sa carte de visite. Je repars demain pour San Diego. Si un jour tu veux parler à quelqu'un qui connaît le poids d'avoir élevé une enfant gâtée, appelle-moi. Café, vin ou cri primal, je suis partante. Après son départ, j'ai regardé les morceaux de chèque sur la table. Pour la première fois depuis le début, je n'étais plus seule face à leur ingratitude. Quelqu'un d'autre voyait enfin la vérité. Le texto désespéré de James. On a été préapprouvé pour un prêt relais de 80 000 $. On peut négocier. Et la contre-proposition que je vais leur faire, qui va les obliger à changer de vie pour de bon. Tu ne vas pas en croire les conditions. 2 semaines plus tard, mon téléphone a vibré pendant que je prenais mon café dans le salon de l'hôtel. Texto de James. Maman, miracle, on a été préapprouvé pour un prêt relais de 80 000 $. On peut payer une grosse partie cash et étaler le reste? S'il te plaît, on veut arranger ça. J'ai fixé l'écran longtemps. 80 000 $, c'était déjà énorme pour eux, mais ça voulait dire s'endetter encore plus, hypothéquer la maison qu'ils risquaient déjà de perdre, et continuer exactement le même cercle vicieux. Non. Cette fois, la solution devait les obliger à changer vraiment. J'ai répondu. Réunion chez Béatrice demain 15 h. Venez avec tout, budget détaillé, relevé bancaire, facture. Si je vois la moindre dépense inutile, la discussion s'arrête là. Le lendemain, la salle de conférence sentait la sueur et le désespoir. James et Sarah ont vidé 2 classeurs entiers sur la table. Relevés, carte de crédit, abonnement, notes de restaurant. Béatrice et moi avons tout passé au peigne fin pendant que Sarah se rongeait les ongles jusqu'au sang. 450 € par mois en resto et livraison, ai-je lu à voix haute. On travaille beaucoup. A tenté James. 320 € de vêtements pour Sarah. 12 tenues de sport qu'elle n'utilise jamais. 210 € d'abonnement streaming premium. 900 € de crédit revolving. Sarah a rougi violemment. On peut réduire. J'ai posé mon stylo. Voici ma contre-proposition. Unique. À prendre ou à laisser. Je descends mon prix à 85 000 $ au lieu de 129 000. C'est déjà un cadeau énorme. Mais il y a des conditions non négociables. Sarah trouve un emploi stable dans les 60 jours et le garde minimum 2 ans. Vous vendez une des 2 voitures et utilisez l'argent pour rembourser vos dettes. Vous passez à un budget ultra strict, 0 resto, 0 shopping hors nécessité, 0 nouvel abonnement pendant 2 ans. Chaque mois, vous envoyez à Béatrice vos relevés bancaires complets. Au premier écart, la totalité des 129 000 devient exigible immédiatement. Sarah a ouvert la bouche, horrifiée. Un emploi? Mais Oui, Sarah. Un emploi. Comme 99% de la population adulte. James a regardé sa femme, puis moi. Il a hoché la tête lentement. On accepte. Toutes les conditions. Sarah a éclaté en sanglots, mais cette fois elle a signé sans un mot de plus. 6 mois plus tard, le coup de fil que je n'attendais plus. Sarah qui m'appelle, la voix tremblante, pour m'annoncer sa promotion. Et la phrase qu'elle va enfin prononcer sans que personne ne l'y oblige. Tu vas avoir les larmes aux yeux, je te le jure. 6 mois plus tard, j'étais installée dans mon nouvel appartement lumineux d'une résidence senior avec vue sur le lac, quand mon téléphone a sonné. Numéro de Sarah. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher, par habitude désormais. Eleanor. Sa voix était différente.
Plus posée, presque timide. Oui, Sarah. J'ai une nouvelle. On m'a proposé la promotion. Je passe responsable adjointe au cabinet dentaire. Salaire fixe plus prime. J'ai senti mon cœur faire un petit bond malgré moi. Félicitations. Tu le mérites? Elle a ri. Un vrai rire, léger, sans arrière-goût de sarcasme. Je crois, oui. Je bosse comme une folle depuis 5 mois. Je gère l'équipe du matin, les plannings, les stocks. Je ne savais même pas que j'étais capable de tout ça. Silence. Puis, d'une voix plus basse. Éléanore, je te dois des excuses. Pas celles que j'ai balancées en pleurant chez Béatrice parce que j'avais peur de perdre la maison. Des vraies. J'ai été une peste arrogante pendant 3 ans. Je te traitais comme un portefeuille sur pattes et je me mettais en rage quand tu osais avoir des sentiments. Je me disais que tu exagérais, que tu étais trop sensible. Mais la vérité, c'est que j'étais pourrie gâtée et méchante. J'ai serré le téléphone plus fort. Continue. Quand j'ai commencé à travailler, à compter chaque dollar, à faire les courses avec une calculatrice, j'ai compris ce que tu avais sacrifié pour nous. Et surtout, j'ai compris la honte que j'aurais dû ressentir bien avant. Je suis désolée. Vraiment. Pour chaque mot cruel, chaque regard de travers, chaque fois où je t'ai fait sentir que tu dérangeais dans la maison que tu avais payée. Pour la première fois depuis longtemps, ma gorge s'est nouée. Merci, Sarah. Ça compte. Elle a hésité. James progresse aussi. Il est toujours un peu rancunier, il dit que tu as été trop dur, mais même lui avoue qu'on avait besoin de ce choc. On cuisine ensemble maintenant. On marche le soir au lieu d'aller au resto. C'est simple, mais c'est bien. Puis, tout bas. Est-ce que tu voudrais venir dîner un soir? Rien de sophistiqué. Pâte maison, vin correct, et une conversation où on ne parle pas d'argent. J'ai souri. J'aimerais bien. Mais commençons par un déjeuner en terrain neutre. Pas à pas. Bien sûr. Quand tu veux. Le texto de Victoria Wells qui m'a fait pleurer dans mon café, et la décision finale que je vais prendre concernant les 85 000 $ restants. Tu n'es pas prêt pour la fin de cette histoire. Le lendemain matin, je prenais mon café sur le balcon quand un texto de Victoria Wells est apparu. Éléanore, Sarah vient de m'appeler en pleurant de joie, elle a eu sa promotion. Pour la première fois de sa vie, ma fille est fière d'elle-même sans que ce soit grâce à l'argent de papa ou maman. Merci. Merci de ne pas avoir cédé. Tu lui as offert le cadeau que je n'ai jamais osé lui donner, l'obligation de grandir. Si un jour tu passes par San Diego, le vin et la plage sont pour moi. Victoria. J'ai lu le message 3 fois. Les larmes sont montées toutes seules. Pas de tristesse, non. De soulagement. Quelqu'un d'autre voyait enfin que ce que tout le monde appelait « cruauté » était en réalité le plus grand acte d'amour que je pouvais leur faire. L'après-midi même, j'ai appelé Béatrice. J'ai pris ma décision finale concernant les 85 000 $ restants. Vas-y, je t'écoute. Je déchire le contrat. Je leur laisse ma part pour $1 symbolique. Silence au bout du fil. Éléanore, tu es sûre? C'est ton argent. Ta sécurité retraite. Justement. Ma sécurité retraite, ce n'est plus une maison où je n'étais même pas la bienvenue. C'est de savoir que mon fils et sa femme sont enfin capables de voler de leurs propres ailes. Le lendemain, j'ai envoyé un mail à James et Sarah. Objet, dernier cadeau. Chers James et Sarah, après 6 mois à vous regarder respecter chacune des conditions, Sarah qui excelle au travail, vous qui tenez un budget serré, les dîners maison, les promenades à la place des restos, je considère la leçon apprise. Je transfère officiellement mes 38% pour $1. La maison est entièrement à vous. Je ne veux plus jamais être votre banquier. Je veux juste être, peut-être un jour, votre famille. Éléanore, maman. La réponse est arrivée en moins de 2 minutes. Un appel vidéo. Sarah en larmes, encore, James derrière elle, les yeux brillants lui aussi. Maman, on ne sait pas quoi dire. Dites rien. Montrez-le. Continuez comme ça. Et invitez-moi à dîner quand vous serez prêts. Le premier dîner chez eux depuis la tempête, et la surprise qu'ils m'ont préparée dans l'ancienne chambre d'amis. Tu vas fondre quand tu vas voir ce qu'ils en ont fait.
Un samedi matin de printemps, j'ai enfin accepté l'invitation. James est venu me chercher lui-même avec la vieille berline qu'ils avaient gardée après avoir vendu le gros SUV de Sarah. On fait des économies de carburant maintenant, a-t-il dit avec un sourire un peu gêné. La maison sentait la sauce tomate et le basilic frais. Sarah m'a accueilli sur le seuil, tablier autour de la taille, les cheveux attachés simplement, plus de brushing à 2 cents. Entre, Eleanor. James a fait les pâtes lui-même. J'espère que tu aimes l'ail. Le dîner était simple. Spaghettis à la puttanesca, salade du jardin, ils avaient transformé un coin du terrain en potager, et un Chianti correct acheté en promotion. On a parlé de tout sauf d'argent, du boulot de Sarah, elle adorait former les nouvelles assistantes, des randonnées que James faisait maintenant le week-end au lieu d'aller au golf, du livre que je lisais pour mon club de lecture. Après le dessert, un tiramisu fait maison, pas commandé chez le traiteur, Sarah a reposé sa cuillère et m'a regardé droit dans les yeux. « Viens, on a quelque chose à te montrer. » Ils m'ont pris chacun par une main et m'ont mené à l'étage. Devant la porte de l'ancienne « chambre d'amis », celle où j'avais plié ma valise en silence 6 mois plus tôt, James a allumé la lumière. Je suis restée figée sur le seuil. La pièce avait été complètement transformée. Un lit double accueillant avec une couette bleu clair, une coiffeuse ancienne que j'avais repérée dans une brocante des années plus tôt, des photos encadrées, Thomas et moi le jour de notre mariage, James bébé sur mes genoux, et même une photo récente de nous 3 prises à Noël dernier. Sur la table de nuit, un petit panneau en bois gravé, la chambre d'Eleanor, toujours la bienvenue. Sarah a murmuré, on voulait que tu saches que cette fois, c'est vraiment ta chambre. Pas la chambre d'amis. Pas un placard à balai déguisé. Ta chambre. Quand tu veux, aussi longtemps que tu veux. James a ajouté, la voix rauque, on a compris, maman. On a vraiment compris. J'ai senti les larmes monter, mais cette fois c'était les bonnes. La lettre que James m'a glissée sous la porte le lendemain matin, et la décision que je vais prendre pour le reste de mes jours. Tu vas avoir le cœur qui serre, je te préviens. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ma chambre, la couette encore imprégnée de l'odeur de lavande qu'ils avaient choisie exprès. Sur la table de nuit, il y avait un plateau avec du café fumant et une enveloppe posée contre la tasse. Écriture de James, un peu tremblée comme quand il était enfant. Je l'ai ouverte. Maman. Quand j'avais 10 ans et que j'ai cassé la vitre du voisin avec mon ballon, tu m'as forcé à aller frapper à sa porte, m'excuser et tondre sa pelouse pendant tout l'été pour rembourser. Je t'ai détesté ce jour-là. Aujourd'hui je comprends, tu ne m'as pas puni, tu m'as appris la responsabilité. Ces 6 derniers mois, tu as fait exactement la même chose, mais en version adulte. Tu aurais pu nous détruire. Tu aurais eu le droit. Au lieu de ça, tu nous as sauvés. Sarah et moi, on n'est plus les mêmes personnes. On est meilleurs. On est enfin des adultes. Je suis désolée pour chaque fois où je t'ai laissé payer sans même un merci. Désolée d'avoir hoché la tête quand Sarah t'a dit de disparaître. Ce jour-là reste le pire de ma vie, pas parce qu'on a failli perdre la maison, mais parce que j'ai failli perdre ma mère. La chambre est à toi pour toujours. Viens quand tu veux, reste autant que tu veux. Et si un jour tu rencontres quelqu'un, je sais que Franck du club de lecture te regarde avec des yeux de merlan frit, amène-le. On fera des pâtes pour 4. Je t'aime. Ton fils qui a enfin grandi. James. J'ai pleuré dans mon café. Des grosses larmes qui ont fait des ronds dans la tasse. Pas de tristesse. De fierté. La fierté d'une mère qui a tenu bon quand tout le monde lui disait d'être gentille et de continuer à payer. L'après-midi, j'ai pris ma décision définitive pour le reste de mes jours. J'ai appelé Béatrice. Je veux créer un petit fonds fiduciaire. Pas pour James et Sarah, ils n'en ont plus besoin. Pour moi. Une partie pour voyager, une partie pour mes nouveaux amis ici, et le reste, pour aider d'autres femmes de mon âge qui se font vider leurs économies par leurs enfants. Premier voyage seul à Paris à 69 ans, et la rencontre inattendue dans un café du Marais qui va changer ma vie pour de bon. Tu ne vas pas croire qui j'y ai croisé. À 69 ans, j'ai pris mon tout premier vol seul pour Paris. Pas de groupe organisé, pas de circuit touristique, juste moi, une valise cabine et une réservation dans un petit hôtel du Marais que j'avais trouvé sur un forum de voyageuses seniors. Premier matin, café crème et croissant sur une terrasse ensoleillée, rue des Rosiers. Je regardais les Parisiens courir au travail, je respirais l'odeur de pain chaud, et pour la première fois depuis des décennies, je n'avais de compte à payer pour personne d'autre que moi.
Je flânais sans but quand j'ai poussé la porte d'un petit café-librairie, le genre d'endroit où les livres montent jusqu'au plafond et où les chats dorment sur les fauteuils. J'ai commandé un thé à la menthe et je me suis installée près de la fenêtre. C'est là que je l'ai vue. Une femme de mon âge, cheveux gris coupés courts, écharpe rouge vif, qui feuilletait un roman en anglais avec l'accent américain. Nos regards se sont croisés. Elle a souri. Excuse-me. Eleanor? Eleanor Harrington from Richmond, Virginia? J'ai failli renverser mon thé. Victoria. Victoria Wells? Qu'est-ce que tu fais à Paris? Elle a éclaté de rire et s'est levée pour me prendre dans ses bras. Je t'avais dit que si tu venais en Californie, le vin était pour moi. Je ne savais pas que tu viendrais jusqu'en Europe. Je suis ici pour 15 jours avec une amie, mais elle est malade à l'hôtel aujourd'hui. Viens t'asseoir. On a passé l'après-midi à parler comme si on se connaissait depuis toujours. Elle m'a raconté que Sarah avait encore été augmentée, que James avait commencé à faire du bénévolat le week-end, qu'ils avaient même refusé l'argent qu'elle leur proposait pour leurs dernières vacances. Ils ont appris, Eleanor. Vraiment appris. Et puis, tout naturellement, elle m'a proposé. Demain, j'ai réservé une table pour 2 au café de Flore. Rejoins-moi. On fêtera nos filles qui ont enfin grandi, et nous qui avons enfin appris à vivre pour nous. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai envoyé un texto à James. À Paris. J'ai croisé Victoria par hasard. La vie est drôle parfois. Sa réponse est arrivée immédiatement. Profite maman. Tu le mérites plus que quiconque. Bisous de nous deux. Le dîner avec Victoria qui va durer jusqu'à la fermeture, et la proposition qu'elle va me faire à 2 heures du matin qui va changer toute ma retraite. Tu ne vas pas en revenir. Le lendemain soir, Victoria et moi avons dîné au café de Flore. On a commencé à 19h30 avec 2 coupes de champagne et on a fini à la fermeture, à 2 heures du matin, seul dans la salle presque vide, entouré de bouteilles vides et de rires qui résonnaient encore. On a parlé de tout, de nos mariages, de nos erreurs, de la culpabilité d'avoir trop donné, du soulagement de ne plus avoir à le faire. À un moment, Victoria a reposé son verre et m'a regardé avec cet éclat malicieux que je commençais à bien connaître. Eleanor, j'ai une proposition complètement folle. Je t'écoute. Avec toi, folle veut souvent dire génial. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Une petite maison en pierre en Toscane, 2 chambres, un olivier centenaire devant la porte, un prix absurdement bas parce que le propriétaire veut vendre vite à des étrangères qui sentent la bonne personne. Je l'ai vue hier avec mon amie. On devait l'acheter ensemble, mais elle a eu peur à la dernière minute. Le notaire attend ma réponse définitive lundi. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Et si on l'achetait à 2? Pas comme colocataire, pas comme couple, juste comme 2 femmes de presque 70 ans qui ont enfin compris qu'elles méritent de vivre leur rêve. 6 mois toi, 6 mois moi, ou ensemble quand on veut, ou louer quand on n'y est pas. On partage les frais, on partage le vin, on partage les levées de soleil sur les vignes. Je l'ai fixé, bouche bée. Victoria, je n'ai jamais possédé de maison à l'étranger. Je n'ai jamais vécu autre chose que Richmond, Virginie. Exactement. C'est le moment ou jamais. On s'est regardé. Puis on a éclaté de rire comme 2 adolescentes. Le serveur, qui rangeait les chaises autour de nous, a applaudi. Le lendemain matin, j'ai appelé Béatrice depuis l'hôtel. Transfert express. Je prends la moitié de la maison en Toscane. Oui, je suis sérieuse. Oui, j'ai toute ma tête. Mon arrivée en Toscane avec une seule valise, et la première personne que je croise dans le village qui va me faire comprendre que la vie, à 69 ans, ne fait que commencer. Tu ne vas pas croire son histoire. J'ai atterri à Florence avec une seule valise cabine et le cœur qui battait comme une adolescente. Victoria m'attendait à l'aéroport avec une vieille Fiat 500 rouge décapotable. Bienvenue dans notre nouvelle vie, partenaire, a-t-elle crié en klaxonnant joyeusement. Le village s'appelle San Cassiano dei Bagni. 30 maisons en pierre, une place avec une fontaine, un bar qui fait le meilleur espresso du monde et une épicerie tenue par une certaine Rosa, 78 ans, ancienne danseuse à Rome. On a ouvert la porte de la maison, sol en terre cuite, poutres apparentes, cheminée assez grande pour y faire rôtir un sanglier. Et là, sur le seuil, un homme d'environ 70 ans, chapeau de paille, chemise bleue de travail, un panier d'osier à la main. Buongiorno. Je suis Giovanni,
Le voisin. Rosa m'a dit que les nouvelles propriétaires arrivaient. Je vous apporte des tomates du jardin et du pecorino de ma chèvre Lucia. Il a souri. Des rides comme des cartes routières, des yeux verts incroyables. Victoria m'a donné un coup de coude discret. Il est veuf depuis 5 ans. Et il parle un anglais parfait. Ancien professeur à New York. On a pris l'apéritif sur la terrasse sous l'olivier. Giovanni nous a raconté qu'il avait perdu sa femme d'un cancer fulgurant, qu'il avait vendu leur grande maison de Rome et qu'il était revenu au village pour réapprendre le silence. Et puis un jour, a-t-il dit en me regardant, le silence devient trop lourd quand on n'a plus personne avec qui le partager. Le soir, après son départ, Victoria m'a lancé. Éléanore, je crois que le destin vient de te faire un clin d'œil. J'ai ri. À 69 ans. Surtout à 69 ans. Le lendemain, Giovanni est repassé, pour voir si les Américaines savaient faire le café correctement. On a fini par aller marcher dans les vignes au coucher du soleil. Il m'a pris la main pour m'aider à franchir un petit fossé. Je ne l'ai pas lâché. Le premier baiser sous l'olivier, et la lettre que James et Sarah m'ont envoyée après avoir appris pour Giovanni. Tu vas fondre quand tu vas lire ce qu'ils ont écrit. Je te le promets. Une semaine plus tard en Toscane, Giovanni m'a invité à dîner chez lui. Pas au restaurant du village, non, chez lui. Une petite maison en pierre comme la nôtre, mais pleine de livres, de vinyles de jazz et de photos en noir et blanc de New York dans les années 70. Il a cuisiné des pissi alla glione, ces grosses pâtes toscanes à l'ail et à la tomate qui collent aux doigts, et on a ouvert une bouteille de Brunello 2015 qu'il gardait pour une occasion spéciale. Après le repas, il a mis du Chet Baker sur la platine et m'a tendu la main. On a dansé lentement dans le salon, pieds nus sur les tomates, la lune qui entrait par la fenêtre ouverte. À un moment, il s'est arrêté, m'a regardé longuement et a murmuré. Éléanore, je n'ai pas embrassé une femme depuis 5 ans. J'ai peur de ne plus savoir comment on fait. J'ai souri. Moi non plus je n'ai pas embrassé un homme depuis Thomas. On va réapprendre ensemble. Il s'est penché. Le baiser a commencé tout doux, presque timide, puis plus fort, comme si on avait attendu ça toute notre vie. Sous l'olivier, un peu plus tard, on s'est assis sur le banc en pierre encore tiède du soleil. Il a pris ma main et l'a gardée dans la sienne. Aucun de nous n'a parlé pendant longtemps. On n'avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de ma maison. Expéditeur, James et Sarah, Richmond, Virginie. J'ai ouvert, le cœur battant. Maman. Victoria nous a tout raconté, la Toscane, la maison partagée, et surtout, Giovanni. On a pleuré comme des idiots en lisant son message. Tu mérites ça. Tu mérites les olives, le vin, les baisers sous les oliviers et tout ce qui te fait sourire comme sur la photo qu'elle nous a envoyée. Oui, elle nous a stalké sur WhatsApp. On est tellement fiers que tu aies choisi de vivre, vraiment vivre, au lieu de rester la maman couteau suisse qu'on voulait que tu sois. Viens nous voir quand tu veux, mais surtout reste là-bas aussi longtemps que ton cœur te le dit. On t'aime. James et Sarah. PS. Sarah a déjà cherché les vols pour venir visiter tante Victoria et son nouveau boyfriend. Prépare-toi, on arrive en septembre. J'ai pleuré sous l'olivier, Giovanni à côté de moi qui me serrait dans ses bras sans poser de questions. À suivre dans la partie 19, le jour où j'ai fêté mes 70 ans en Toscane avec tout ce que j'aime, et la surprise que Giovanni m'a faite devant tout le village. Tu ne vas pas garder tes larmes, je te préviens. Le jour de mes 70 ans, tout le village de San Cassiano dei Bagni était en effervescence. Victoria avait accroché des guirlandes lumineuses dans l'olivier, Giovanni avait sorti les tables en bois sur la place, et Rosa avait préparé assez de crostini et de ribolita pour nourrir une armée. James et Sarah étaient arrivés la veille avec les valises pleines de cadeaux, made in USA, du peanut butter pour rire et une couverture tricotée par Sarah elle-même. Pour la première fois depuis des années, mon fils m'a serré dans ses bras sans que l'ombre de l'argent ne plane entre nous. Sarah m'a glissé à l'oreille, « Joyeux anniversaire, maman !» Elle m'a appelée maman. La soirée a commencé doucement. Apéritif sous les étoiles, jazz en fond sonore, les enfants du village qui couraient entre les tables. Puis Giovanni s'est levé, un verre à la main, et a tapoté sa cuillère contre la bouteille. Tout le monde s'est tu. Chers amis. Il y a 1 an, je vivais seule avec mes chèvres et mes souvenirs. Et puis une Américaine est arrivée avec une valise cabine et un sourire qui m'a fait oublier 5 années de silence.
Éléanore, tu m'as appris qu'on pouvait recommencer à aimer à 70 ans, à 80 ans, à n'importe quel âge. Tu as appris à ton fils et à ta belle-fille ce que signifie être responsable. Tu as appris à Victoria et à moi-même qu'on méritait encore de rêver. Ce soir, je n'ai pas de bague, on est trop vieux pour ces bêtises, mais j'ai une question. Il s'est agenouillé, oui, à 72 ans, sur la place du village, devant tout le monde. Eleanor Harrington, veux-tu continuer cette aventure avec moi? Pas forcément le mariage, juste la vie. Tous les jours. Ici, à Richmond, à Paris, où tu veux. Tant que c'est ensemble. Le village entier a retenu son souffle. James a serré la main de Sarah. Victoria a porté les deux mains à sa bouche. J'ai éclaté en sanglots, mais j'ai réussi à dire oui. Oui, 1000 fois oui. Tout le monde a applaudi, les feux d'artifice artisanaux ont explosé, merci les pompiers du village, et on a dansé jusqu'à l'aube. La lettre que j'ai écrite à mon moi d'il y a 2 ans, celle qui pliait sa valise en pleurant, et le message final que je veux laisser à toutes les femmes qui se reconnaîtront dans cette histoire. Tu vas vouloir la lire jusqu'au bout. Ma chère Éléanore d'il y a 2 ans. Toi qui pliais ta valise en silence dans la chambre d'amis, les larmes roulant sur tes joues pendant que James et Sarah fêtaient déjà ton absence en bas, écoute-moi bien. Tu te sens vieille, inutile, vidée. Tu crois que ton rôle se résume à payer les factures et à disparaître quand on te le demande. Tu as peur que si tu dis stop, tu perdras ton fils pour toujours. Je t'écris du futur, depuis une terrasse en Toscane, un café à la main, Giovanni qui cueille des figues dans le jardin et Victoria qui chantonne en français dans la cuisine. Je t'écris à 70 ans, plus heureuse que je ne l'ai jamais été à 30, 40 ou même 50. James et Sarah? Ils ont grandi. Vraiment. Ils appellent tous les dimanches, ils cuisinent pour moi quand je rentre à Richmond, et ils refusent catégoriquement que je leur donne encore un centime. Sarah m'appelle « maman », sans que je le lui demande. Et la chambre d'amis? Elle est devenue « ma chambre », avec mes livres, mes photos, et une pancarte qui dit « Chez Éléanore toujours la bienvenue ». Alors voilà ce que j'ai appris, et que je veux graver dans ton cœur avant que tu ne refermes cette valise. Dire non n'est pas égoïste. C'est le dernier acte d'amour que tu peux faire pour ceux que tu aimes. L'argent que tu donnes sans respect te vole 2 fois, ton portefeuille et ta dignité. Et surtout, il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer à vivre pour toi. Ni à 68 ans, ni à 70, ni à 80. Aujourd'hui, j'ai Giovanni qui m'attend pour aller marcher dans les vignes. J'ai Victoria qui m'appelle « Sorella ». J'ai un fils et une belle-fille qui ont appris la gratitude. Et j'ai toi, ma vieille moi, à qui je dis merci. Merci d'avoir eu le courage de claquer la porte ce soir-là. C'est grâce à toi que tout ça existe. Si tu es une maman, une belle-mère, une grand-mère qui se reconnaît dans cette histoire, écoute-moi. Tu n'es pas un distributeur de billets. Tu n'es pas obligé de payer pour être aimé. Ton valeur n'a jamais résidé dans ton compte en banque. Ferme la porte si on te manque de respect. Prends ta part. Et va vivre, enfin. La vie commence vraiment le jour où tu décides que ton bonheur n'est plus négociable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, laisse un like, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, et dis-moi dans les commentaires, à quel moment tu aurais claqué la porte, toi? Ta voix compte. Je t'embrasse fort. Éléanore, 70 ans, Toscane, amoureuse, et enfin libre. Cœur rouge.